La vraie grandeur d'une société se mesure de la façon dont elle traite les personnes les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'invité. Aujourd'hui, nous allons recevoir celle qui, dans l'ombre, essaie de donner de la valeur à cette couche de la société. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Lawson Daiso Claudine Éléonore Coco, qui est directrice exécutive de l'ONG Chrysalide. Madame Lawson Daiso, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir ici afin que vous partagiez avec nous ces quelques expériences en tant que directrice exécutive de l'ONG Chrysalide. Alors, dites-nous quelle est l'histoire de votre ONG Chrysalide et quelle est sa mission en réalité dans la société béninoise. Alors, l'ONG s'appelle en fait La Chrysalide. La Chrysalide. Okay. Voilà. Alors, La Chrysalide, c'est une ONG qui œuvre pour l'autonomie et l'épanouissement des personnes handicapées intellectuelles. Alors, on entend par personnes handicapées intellectuelles des personnes qui ont des difficultés pour comprendre, pour retenir, pour apprendre, et que dans nos sociétés, malheureusement, on l'appelle les torosu, les torolou, parfois yeino, alors que c'est juste une personne qui a des difficultés. Exactement. Merci beaucoup de pouvoir faire comprendre à nos chers téléspectateurs le bien fondé en réalité ou l'interprétation erronée que souvent les gens font de cette catégorie de personnes, de ces enfants handicapés intellectuels. Alors, dites-nous, quelles sont les principales actions que vous menez au sein de l'ONG La Chrysalide? Alors, l'ONG La Chrysalide, c'est le nom que nous avons donné à l'association, qui est en fait l'association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles du Bénin. Alors, c'est une ONG qui œuvre à l'accompagnement des personnes handicapées intellectuelles pour que leurs droits soient reconnus, pour faire d'elles des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous, et qu'elles soient considérées comme un membre de sa famille, un membre de sa société. Alors, différentes activités que nous menons, c'est surtout pour faire en sorte que cette personne soit le plus autonome possible et épanouie. Alors, vous n'ignorez pas que dans notre société, souvent ces personnes, avant, j'espère qu'il n'y en a plus, étaient victimes d'infanticide. On disait qu'il fallait les retourner de là où elles viennent. Alors, maintenant, nous pensons que l'infanticide est passé, mais quand la personne échappe à cet infanticide, souvent c'est l'enfant de l'arrière-cour. Vous pouvez habiter à côté d'une famille où il y a un enfant handicapé et ne jamais savoir qu'il y a un enfant comme ça, parce que l'enfant est caché, personne n'en parle, n'est même pas considéré comme membre de sa propre famille. Alors ça, c'est des choses pour lesquelles la Chrysalide travaille, pour que la personne handicapée ne soit pas marginalisée. Donc ces activités que nous menons, nous les menons, nous avons un siège où on a un centre d'accueil et d'espace où nous travaillons avec les enfants et les jeunes pour leur autonomisation à travers des activités de la vie quotidienne, des activités scolaires, leur apprendre à lire et à écrire, des activités de travaux manuels, en fait tout ce qu'il faut, pas pour devenir une personne, disons, un cadre de demain, mais quand même pour être le plus autonome possible, être épanoui et savoir faire quelque chose. Alors, ces activités, nous les menons à la Chrysalide, mais aussi dans la communauté. Nous faisons la défense des droits. J'ai particulièrement une expertise pour la défense des droits des personnes handicapées. Et nous avons des activités de proximité, des activités grand public pour parler et aussi, comme on est en train de faire maintenant, pour sensibiliser le plus possible sur les droits des personnes handicapées. Vous savez, en 2006,
les Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et le Bénin l'a ratifiée. Et en 2017, le Bénin a pris une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Et en 2023, il y a eu quelques décrets d'application. Alors, j'aime bien parler de cette loi parce que je dis, si cette loi rentre vraiment en vigueur, si elle est connue et appliquée, toutes les personnes handicapées du Bénin seront incluses. On aura une société vraiment inclusive. Parce que dans cette loi, il est dit que si vous discriminez une personne handicapée du fait de son handicap, que vous soyez son père, sa mère, un enseignant, n'importe qui, vous risquez la prison et vous risquez de payer des amendes. Alors, quand on voit cela, il y a de très belles choses dans cette loi, mais malheureusement, elle n'est pas encore assez connue et les décrets d'application ont mis du temps. Mais petit à petit, je pense que ça va devenir vraiment une réalité et notre pays sera une société réellement Ça inclusive. fera partie également de votre combat à la vulgarisation également de Oui. cette loi pour permettre à la population d'avoir accès. Je pense me rappeler également que normalement, il y a même une catégorie ou un pourcentage qui est réservé aux personnes handicapées dans cette loi-là pour au niveau des concours de la fonction publique, si je ne me trompe, bien sûr. Oui, 5% 5%. pour l'emploi. Okay. Et quand il y a des concours et autres. Alors, je dirais que c'est une bonne chose, hein, mais je dirais que avant d'en arriver là, aujourd'hui dans notre société, dans notre pays, je parle même pas du handicap intellectuel parce que c'est parmi les personnes handicapées, c'est encore ceux une qui autre ont catégorie. Une catégorie qui a beaucoup de difficultés. Mais quand je prends des personnes qui ont un handicap moteur, des personnes qui ont un handicap visuel, handicap auditif, plusieurs, avec beaucoup de difficultés, passent à travers les mailles pour pouvoir avoir une éducation digne de ce nom. Et plusieurs arrivent à avoir des diplômes. Alors, parmi eux, 5%, je dis c'est pas mal, mais c'est pas encore suffisant. Mais ce dont je voudrais parler surtout, c'est que faire en sorte pour que la personne handicapée puisse aller à l'école. Alors, à la Chrysalide, nous faisons la promotion de l'éducation inclusive, c'est-à-dire permettre à la personne handicapée, depuis l'enfance, d'aller à l'école et de grandir ensemble dans son quartier avec ses frères et sœurs ou ses amis non handicapés. Il faudrait que l'école inclusive soit vraiment une réalité pour que quel que soit mon handicap ou non, que je puisse aller dans l'école et que l'enseignant ne me dise pas « Ah, je sais pas comment faire avec vous. Vous n'avez pas votre place ici. » Donc, ça devait commencer par là, par faire en sorte que tous les enfants puissent aller à l'école, apprendre et grandir ensemble. Et pour cela, il faut que les enseignants reçoivent déjà l'éducation, l'enseignement qu'il faut pour pouvoir les accueillir, qu'il y ait aussi la formation continue. Et après cela, il faut aussi que l'école elle-même soit inclusive. Alors, on parle d'accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, on voit d'abord l'accessibilité physique. On dit, bon, maintenant, il y a des rampes un peu partout. Mais ça, c'est juste un tout petit aspect. L'accessibilité va aussi au niveau de la communication, au niveau du programme, au niveau de la salle de classe elle-même, avec les différents éléments, doivent être faits en sorte que le besoin de l'enfant soit comblé. Alors, quand je parle d'éducation inclusive, j'aimerais bien faire un peu la nuance avec l'éducation intégratrice. Alors, quand on parle d'éducation intégratrice, l'enfant est intégré, mais les mesures ne sont pas prises pour que l'enfant il soit vraiment épanoui, vraiment accueilli déjà. Et l'enfant il va, il essaie de se débrouiller, tout le monde se débrouille.
Alors que quand c'est inclusive, tout est mis en œuvre pour pouvoir l'accueillir et répondre à ses différents besoins. Un enseignant bien formé, du personnel de l'auxiliaire de vie auxiliaire de vie scolaire quand l'enfant en a besoin également. pour l'appuyer, le matériel adapté, le curricula adapté. Il faut revoir notre programme pour qu'il soit adapté. Et quand c'est un enfant handicapé visuel, tout doit être disponible en braille et aussi lui permettre d'avoir, parce qu'aujourd'hui, quand il y a, avec le handicap visuel, avec certains logiciels, la personne handicapée visuelle peut faire pratiquement tout ouais. comme vous et moi. Oui. Et quand il s'agit d'un enfant handicapé auditif, la langue des signes doit être là, comme nous avons une école à Louo, où les enseignants, pendant qu'ils donnent le cours, pendant qu'ils parlent, ils font aussi la langue des signes. Ça permet dans cette classe aux enfants entendants et aux enfants non entendants de pouvoir suivre. Exactement. Et quand il s'agit de l'enfant handicapé intellectuel, ceux dont je m'occupe plus particulièrement, il faut utiliser un langage facile et aussi prévoir l'accompagnement humain. Parce que la personne aveugle a sa canne blanche, oui. La personne handicapée auditive a un guide ou quelqu'un qui peut signer. Oui. Mais dans le cas du handicap intellectuel, c'est l'accompagnement humain. Une personne handicapée intellectuelle aura toujours besoin, avec plus ou moins d'intensité, oui. d'un accompagnement humain. Oui, merci beaucoup, Madame Lawson Daiso. Alors, vous êtes directrice exécutive de l'ONG, mais en dehors de ça, vous avez également d'autres qualités, d'autres aptitudes. Je voudrais quand même que vous vous présentez de la plus belle façon à tous nos téléspectateurs. Merci. Effectivement, j'ai beaucoup de casquettes. Ma formation de base, je suis psychologue. Je fais l'accompagnement des personnes. Il y a des hommes, des femmes, des couples, des enfants qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de se sentir bien. Vous savez, dans notre société, nous sommes tous plus ou moins stressés, plus ou moins dépressifs, mais on ne le sait pas. Alors que en pouvant parler, en pouvant se faire accompagner, on peut trouver des satisfactions. Voilà, être la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça, en tant que psychologue, je fais l'accompagnement. Je suis également coach en développement intégral. Je suis consultante en droit des femmes, droit des enfants et une expertise spéciale dans les droits des personnes handicapées. Et je fais également la promotion de l'éducation inclusive et aussi je travaille beaucoup sur la sensibilisation et l'accompagnement sur les questions de violence basée sur le genre. D'accord. Alors, dites-nous, comment apportez-vous toute cette expertise au sein de votre ONG? Alors, au sein de la Chrysalide, en tant que directrice exécutive, je coordonne toutes les actions au quotidien, les différents projets qui concernent la Chrysalide. Et à la Chrysalide, nous accueillons des enfants et des jeunes, environ une trentaine, qui viennent tous les jours, pour lesquels nous menons différents types d'activités, des activités de la vie quotidienne. Hein, vous savez, un enfant, quand il naît, on n'a pratiquement pas besoin, il apprend de manière automatique, en imitant, en faisant beaucoup de choses. Mais dans le cas des enfants handicapés intellectuels, même manger, respirer peut avoir besoin d'éducation. L'éducation, les activités de la vie quotidienne, on a parfois besoin de leur apprendre à manger, de leur apprendre à marcher, à s'habiller, à se laver, à se brosser les dents, à s'occuper de son milieu de vie. Et ça, les activités de la vie quotidienne que tout enfant apprend de manière automatique, pour certains enfants handicapés intellectuels,
cela a besoin d'éducation. D'accord, donc vous Alors, nous coordonnez faisons, tout cela. oui, et aussi, en dehors des activités de la vie quotidienne, nous faisons de l'apprentissage scolaire. Apprendre à lire et à écrire, à colorier, à distinguer beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce qui paraît élémentaire pour un enfant ordinaire ou un enfant non handicapé. Quand il s'agit de l'enfant handicapé, c'est un besoin. Et nous avons aussi un atelier de travaux manuels Oui, où les enfants et jeunes qui viennent là, de ces activités permettent d'améliorer la motricité fine. oui. Et aussi, quand c'est possible, nous vendons ces articles pour question de faire un peu d'autofinancement. D'accord. Et nous faisons aussi le sport. Ah oui, Parce que les c'est enfants indispensable. handicapés Ils ont besoin s'épanouissent beaucoup à d'exercice. travers le sport et à travers tout ce qui est culture, la danse. Nos enfants aiment beaucoup tout ce qui est animation, tout ce qui est musique et danse. Donc, et nous faisons aussi de l'équithérapie. Il y a un groupe qui va toutes les semaines faire des séances d'équitation à côté de Adunco, Oui, grâce au Club des Nations. d'accord. Alors, dites-nous, Madame Lawson Daiso, en réalité, il y a plusieurs types d'handicap qui existent, mais vous avez choisi de façon spécifique les enfants handicapés intellectuels. Alors, oui, intellectuels, bien sûr. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser uniquement ce secteur-là de façon spécifique? Alors, je dirais que c'est pas uniquement, mais en majorité. En majorité. Parce que la chrysalide accompagne certains enfants qui ont un handicap auditif, handicap moteur, handicap visuel. Mais notre première spécialité, c'est le handicap intellectuel. Le handicap intellectuel, c'est-à-dire des enfants qui ont des difficultés à comprendre, à apprendre, à retenir, à s'exprimer. Et aussi qui ont un comportement différent de ce que la société attend en fonction de leur âge. Vous pourrez avoir des jeunes, des adultes qui ont déjà au-delà de 20 ans, mais leur quotient intellectuel, ils ont du retard. Ils ont un retard, et le quotient intellectuel qui est souvent inférieur ou égal à 70 fait que le comportement est rarement au-delà d'un enfant de 8 ans. Alors, pourquoi les enfants handicapés intellectuels? Alors, il y a les enfants, des jeunes et des adultes aussi. Et parmi eux, il y a ce que nous appelons les trisomiques. Il y a certains autistes et il y a certains qui ont une infirmité motrice cérébrale et d'autres qui ont juste un retard de développement au niveau de l'intelligence. Alors, je dirais que en 1988, parce que je traîne ma bosse dans ce domaine depuis 1988, j'avais des amis qui avaient un enfant trisomique pour lequel on cherchait une solution. Donc la première association est née autour de cet enfant. Avec, il y avait des parents, il y avait des spécialistes, il y avait des personnes de bonne volonté, et on a créé cette première association. Et disons que c'est là, en fait, que j'ai piqué, si on peut dire, le virus et j'ai pas pu m'arrêter. Et c'est, disons, une cible qui n'est pas facile et qui n'est pas très connue. Mais quand j'ai commencé et je me suis familiarisée avec cette cible, je vous dirais qu'il y a beaucoup de bonheur à travailler avec, même malgré les difficultés, hein, Oui. il y a beaucoup de bonheur. Quand vous voyez un enfant qui ne pouvait rien faire, par exemple, qui restait couché tout simplement et rien, et avec l'accompagnement, avec l'aide, parce que nous travaillons avec beaucoup de spécialistes aussi, comme des orthophonistes, des kinés, et avec l'aide des spécialistes, petit à petit, vous voyez cet enfant qui commence à se lever, qui va marcher, qui va parler et qui va faire des choses, qui va vous embrasser ou avec un grand sourire dire quelque chose. C'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On n'arrive pas à expliquer, mais dès le début, en commençant avec eux,
Quand on voit aussi le soulagement que ça apporte aux parents, surtout à une maman qui garde son enfant 24 heures sur 24, qui doit lui donner à manger, qui doit le porter, qui doit faire tout. Et quand on arrive à soulager une telle maman, ne serait-ce que entre 4 heures ou 6 heures dans la journée, et quand on voit ce que ça lui apporte à elle-même, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas compter. Exactement. Dites-nous, puisque en partant de la genèse de votre idée, par exemple, je dirais que ça fait déjà 38 ans que vous avez déjà commencé par mûrir cette envie de pouvoir aider cette couche vulnérable. Ça, vous ne l'avez pas fait sans ne pas avoir rencontré des difficultés d'ordre financier, logistique ou administrative. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé quand même à surmonter toutes ces difficultés jusqu'à ce jour? Alors, disons, ces défis dont vous parlez si facilement, qui sont de grands défis. Oui, et surtout sur 38 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais vous voyez, grâce à ces joies, Oui, à ces petites avancées, on regarde et puis on regarde aussi le bon Dieu et on se dit c'est possible. Mais vous avez parlé de difficultés. Ouais. Donc, la plus grosse racine de difficulté, c'est financier. Ouais. Ça, c'est la plus grosse. Parce que malheureusement, on n'a pas de subvention. Et les parents qui amènent leurs enfants doivent payer des forfaits. Tout le monde n'arrive pas à payer. Nous avons, pour l'instant, on n'a pas un siège à nous. Nous sommes en location. Nous avons besoin de fidéliser le personnel, les jeunes qui viennent. On a des bénévoles, mais des volontaires à qui normalement il faut trouver une indemnité, même si on ne parle pas forcément de salaire, parce que c'est un travail pour le rémunérer, il aurait fallu beaucoup d'argent. Oui. Donc, la plus grosse difficulté, c'est d'avoir les moyens financiers pour mener les activités, avoir un siège, pouvoir payer un salaire au personnel, être régulier, et aussi la formation. Vous voyez, les spécialistes, nous en avons. À la Chrysalide, nous avons des psychologues, psychopédagogues, des orthophonistes, pas en plein temps, en extérieur, kinés aussi, en extérieur. Et tout ça, c'est de l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. On aurait bien voulu avoir en permanence aussi d'éducateurs spécialisés, mais on n'a pas. Vous voyez, si on a, avec des moyens financiers stables, on pourrait avoir un personnel permanent et un personnel qu'on pourra fidéliser. Autre difficulté, par exemple, certaines spécialités. Il y a les ergothérapeutes, par exemple, au Bénin, je n'en connais pas. Nous recevons parfois des stagiaires. Il y a des psychomotriciens. Alors, il serait bon qu'on puisse former ou accueillir et pouvoir fidéliser du personnel vraiment spécialisé. Au Bénin, on a la chance d'avoir des éducateurs spécialisés qui sont formés. Mais c'est une question de budget pour pouvoir les avoir. Ça revient toujours à la question du financement des activités. Tout tourne un peu autour de cela. On a du matériel, mais c'est pas suffisant. Le personnel qui est là, on aurait besoin de renforcement de capacité. C'est pas toujours évident aussi. Et puis au niveau matériel, grâce à des partenaires comme le SSPH et la Fondation Liliane, on a pu acquérir un nouveau minibus. On en avait dans le temps, mais il a rendu l'âme et on n'en avait plus. Là, grâce à ce partenariat, on a un minibus. Et ça me permet de rejaillir sur la question suivante. Quelles sont en réalité les associations ou institutions ou peut-être des autorités qui vous accompagnent à réaliser tout cela, par exemple? Alors, la Chrysalide est membre de plusieurs réseaux et fédérations. Localement, nous sommes membres des réseaux des associations des personnes handicapées du littoral, puisque nous avons notre siège à Cotonou.
et également membre de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin. Et au niveau national toujours, nous collaborons, nous sommes membres du FODEB, qui est le Forum des droits des enfants au Bénin, la CBOEPT, la Coalition béninoise pour l'éducation pour tous. On est également membre. Et nous avons aussi des forats, des consortiums pour le plaidoyer pour l'éducation inclusive au Bénin. Ça, c'est rapidement ce dont je peux parler au niveau du Bénin. Oui. Mais au niveau sous-région et au niveau international, la Chrysalide est membre de Inclusion Afrique. Inclusion Afrique, c'est l'association qui regroupe toutes les associations au niveau de l'Afrique pour le handicap intellectuel. Et Inclusion Internationale, c'est l'association au niveau international pour le handicap intellectuel. Et moi, je suis chargée de l'Afrique de l'Ouest au niveau de Inclusion Afrique. Et j'ai une de mes collaboratrices, justement, qui a un handicap intellectuel et qui s'occupe de l'atelier de travaux manuels, qui est membre du conseil d'administration de la Chrysalide. Et elle, maintenant, en tant que membre d'Inclusion Afrique, elle représente Inclusion Afrique dans le conseil d'administration d'Inclusion Internationale, c'est-à-dire au niveau mondial. Donc, ça, c'est les membres. Maintenant, je sais pas, j'aurais bien vous parler de certains partenaires, oui. Surtout au niveau local. Oui. Nous avons le service des sœurs pour la promotion humaine, oui. le SSPH, qui appartient à la congrégation des OCSP, Oblates, Catéchistes, Petites Servantes des Pauvres. Et grâce au financement de la Fondation Liliane, avec le SSPH et d'autres associations au Bénin, nous développons ce que nous appelons le programme RBC. Alors, plusieurs domaines éducation, santé, social, la RBC, rendre la personne handicapée autonome en agissant dans ces différents domaines. Ça, nous le faisons avec ses sœurs qui ont beaucoup contribué au renforcement de capacités et à la formation des membres de la Chrysalide. Nous avons également, si je pars un peu au niveau international, nous avons une association française qui s'appelle Ortho Bénin France, qui œuvre pour la promotion de l'orthophonie, qui accorde des parrainages à la Chrysalide et aussi à d'autres associations, d'associations de sourds, il y en a plusieurs, qui accordent des parrainages et qui fait que ces associations, même si c'est pas beaucoup, ça nous aide beaucoup, et les parrainages aussi à la Chrysalide. Et nous avons une association à Périgueux, qui s'appelle API de Périgueux, en France, avec lequel la Chrysalide est en collaboration. Alors, on reçoit parfois du personnel, et eux aussi reçoivent des personnes de la Chrysalide, voilà, pour des stages de renforcement, renforcement, souvent de quelques semaines. Et puis aussi, avec l'université nationale, enfin l'UAC, nous recevons des stagiaires, des psychologues, des psychopédagogues. Il y a aussi une école ici à Cotonou, ISFES, Institution de formation des éducateurs spécialisés, qui aussi envoie des stagiaires à la Chrysalide, de même que l'Institut Jean-Paul II, qui forme des spécialistes pour le mariage et la famille, mais aussi qui forme des psychologues et des personnels du centre d'éducation, qui envoient également des stagiaires à la Chrysalide. Alors quand je parle des stagiaires, c'est parce que comme nous avons, disons, un besoin en personnel, alors quand ces stagiaires viennent, ils vous soutiennent, ils vous accompagnent. Voilà, ils accompagnent et ça leur permet de se faire la main, mais aussi d'apporter l'expertise qu'ils ont pu avoir de manière théorique. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Larson. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des projets personnels, des projets spécifiques en vue?
Alors, je vais vous parler de 2 projets. Oui. Un projet à court terme. Avant chaque année, on organisait une colonie de vacances intégrée qu'on appelait Intégrance. Alors, nous avons eu à faire 15 éditions. Je pense qu'on avait commencé autour de 2005, si mes souvenirs sont bons. Et la dernière colonie que nous avons eu à faire, c'est Intégrance 2019. Et depuis, avec Covid, on a fait une petite parenthèse. Et là, on aimerait reprendre parce que cette activité de colonie de vacances intégrée permet de combler le droit au loisir des enfants handicapés intellectuels. Les frères et sœurs vont des fois en vacances avec les parents ou vont en colonie, vont à beaucoup d'endroits, mais le jeune ou l'enfant qui a un handicap intellectuel n'a pas souvent l'occasion d'avoir des vacances. Donc, nous organisons ces colonies de vacances intégrées où il y a des enfants et des jeunes handicapés intellectuels, des enfants et des jeunes non handicapés. Et pendant une semaine, la découverte, on fait beaucoup de découvertes, on vit tous ensemble, on mène des activités et on fait la découverte du milieu, la découverte de certains lieux touristiques. Oui. Donc ça, c'est cette année, on veut reprendre avec Intégrance 2025. Alors, le grand projet que nous avons, je vous ai dit qu'on était en location. Oui. Nous avons une parcelle à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et cette parcelle, nous aimerions construire ce que nous appelons la nouvelle chrysalide, construire un espace où nous pourrons accueillir des enfants et des jeunes comme nous le faisons, mais à un espace propre à nous. Et puis, les enfants, surtout les jeunes, qui ont besoin de formation professionnelle, nous pensons pour eux faire une ferme agroécologique parce que les enfants et les jeunes handicapés intellectuels ont un bon contact avec les animaux et la terre. Donc, en formant une ferme agro-pastorale, on pourra faire la formation de ces jeunes et aussi avoir une unité de production, question de fournir des légumes, des qualités, et puis aussi de la volaille, parce que tout ce qui peut aider de manière, disons, le faire de manière saine, mais ça permettra aux jeunes d'avoir non seulement une formation, d'avoir aussi un emploi. Parce que après la formation, au niveau de la chrysalide, tout ce que nous le faisons de manière inclusive. Alors cette formation, nous allons la faire avec des jeunes handicapés intellectuels et des jeunes déscolarisés. Et une fois que la formation est terminée, les jeunes non handicapés vont partir et les jeunes handicapés intellectuels, quand la famille a la possibilité de les aider dans cette profession, parce qu'il y a des familles qui ont des fermes, par exemple, pourraient rester avec sa famille. Mais ceux dont c'est pas le cas, à la chrysalide, nous allons faire une unité de production où eux, ils pourront être productifs et on va voir comment faire. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. On a déjà la parcelle et puis on espère que on pourra réaliser ce projet. Oui, grâce à tous ceux qui nous suivent et grâce à cette émission, on espère bien sûr que vous aurez de bonnes volontés qui vont vous accompagner également dans ces projets-là afin de pouvoir soulager ces couches vulnérables aujourd'hui. Je voudrais quand même vous demander votre mot de fin, d'accord? En vous demandant quel est votre mot de fin et quel est l'appel que vous pouvez lancer à la population et également aux autorités de notre pays pour qu'ils quand même puissent penser à ces couches vulnérables. Alors, merci. La première chose que j'aimerais dire, c'est aux parents, surtout aux mamans. Avoir un enfant handicapé intellectuel n'est pas une fatalité. Vous n'avez transgressé aucune loi. Parce que les pesanteurs socio-culturels font que on pense que la maman qui a un enfant handicapé intellectuel, c'est parce qu'elle a transgressé certaines lois. Alors je voudrais dire aux mamans, ce n'est pas vrai.
ça peut arriver à n'importe quelle famille. Et malheureusement, certains papas abandonnent la maman et l'enfant ou les enfants. Et j'aimerais lancer un appel en disant que ce n'est pas bien. Et l'autre chose que je voudrais dire, ça c'est pour nous tous, une personne handicapée n'est pas un objet de pitié, c'est un sujet de droit. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous. Au niveau international, il y a la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au niveau national, nous avons la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Donc, on ne devrait sous aucun prétexte discriminer une personne à cause de son handicap. Alors, j'aimerais dire à tout le monde que, aux autorités, aux personnes physiques et morales, que la chrysalide, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de tout le monde. Nous donner un peu de son temps, nous donner un peu de son argent, parrainer un enfant, parrainer un adulte, c'est possible. Et ça permet ensemble de rendre notre société plus inclusive, plus humaine, où il n'y aura pas les uns et les autres, mais où tout le monde, on peut vivre ensemble. Alors, pour les autorités, je dirais un coup de cœur, un coup de gueule, pensez à la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, parce qu'au Bénin, nous avons de l'expertise, mais malheureusement, notre fédération n'est pas soutenue comme les autres fédérations de la sous-région qui reçoivent des subventions de centaines de millions qui permettent à ce que la fédération puisse en donner également aux associations de base. Je vous remercie. Merci, Madame Lawson Daizo Claudine Éléonore Koko. Je voudrais quand même que vous donniez un contact pour ceux qui auront quand même cette bonne volonté de pouvoir vous contacter. Merci. Alors, je vais donner mon numéro. C'est celui que j'ai en tête, qui est sur WhatsApp, sur téléphone aussi. Et puis, on peut voir aussi sur Facebook, il y a la chrysalide. Alors, mon numéro, c'est le 01 97 08 96 78. Et pour ceux qui nous suivent à l'international, mettez le plus 229 devant pour pouvoir joindre Madame Lawson Daizo Claudine Éléonore Koko. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau et nous espérons également vous recevoir pour d'autres occasions afin de mieux nous éclairer, mieux éclairer la population sur ces enjeux liés aux enfants en situation de handicap. Mesdames et messieurs, c'est fini, stop et fin. Tout le monde descend. C'est la fin de votre émission. Nous avons eu l'opportunité de recevoir ces personnes qui travaillent dans l'ombre afin de pouvoir quand même aider ces couches vulnérables, à la personne de Madame Lawson Daizo Claudine Éléonore Koko, directrice exécutive de l'ONG La Chrysalide. Elle nous a parlé de son origine, de son histoire, de ses missions et de tout ce qu'elle fait afin de pouvoir aider ces couches vulnérables au Bénin et partout ailleurs. Mesdames et messieurs, merci. Portez-vous bien et à la prochaine fois.